Pour nous, former, c'est transformer. Matérialiser une idée, positionner un produit, faire naître une marque, exposer des tendances, transcender son leadership. Ici, on n'étudie pas. On change les règles du jeu. Des entreprises, des dirigeants, de la société. On est des professionnels qui formons des professionnels. On part du terrain et on trouve des solutions. Des outils taillés pour ceux qui savent que ne pas avancer, c'est reculer. Parce que s'engager dans la formation continue, c'est investir dans notre plus grand atout, notre esprit. C'est pourquoi on forme l'ambition. Et ceux qui changent le statu quo. Ceux qui, comme vous, font les choses différemment. Et le font avec brio. Le Québec mérite plus grand. Et ça commence par se former autrement. Bonjour à tous, je me présente Justine, je serai votre animatrice pour ce webinaire. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis avec Emmanuelle, ma collègue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Emmanuelle Michaud, je suis responsable des contenus et pour les formations et pour les conférences chez InfoPresse. Et je suis très contente d'être à tes côtés, Justine, aujourd'hui. Merci. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle. On va passer au travers le paysage actuel des différents outils de production et de créativité. On va passer au travers les avantages de chacun et évidemment, on va répondre à vos questions sur le sujet. Donc, Formation InfoPresse, on accompagne et surtout on outille les professionnels des communications et marketing. On offre une dizaine de conférences inspirantes par année ainsi que 200 formations outillantes. On a aussi un service de formation personnalisée. Donc, si vous avez besoin dans les organisations de formation ou conférences adaptées à votre réalité, eh bien, l'équipe, on s'assure de bien saisir votre contexte, le niveau de vos équipes pour vous proposer des contenus et des experts qualifiés et pertinents. Donc, Emmanuelle, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Quelle surprise, mais pourquoi on s'en parle aujourd'hui? Bah c'est ça, c'est pas tant une surprise. On va pas parler évidemment de toute l'intelligence artificielle parce que ça prendrait beaucoup plus qu'une heure, mais on voulait vous parler aujourd'hui de vraiment de l'impact de l'intelligence artificielle dans notre réalité professionnelle, dans notre réalité de vraiment professionnelle en marketing. Donc c'est vraiment ça notre objectif aujourd'hui, un peu démystifier avec vous l'intelligence artificielle, mais surtout là où on en est rendu aujourd'hui, parce qu'en effet ça bouge à tous les jours, à toutes les minutes. Donc, on voulait juste prendre un petit temps d'arrêt pour faire le point ensemble aussi avec notre expert qui va se joindre avec nous pour vous donner un petit, c'est ça, une entrée en matière de là où on en est. Et dernièrement, justement, InfoPresse a fait l'annonce comme quoi l'intelligence artificielle avait été ajoutée dans toute sa programmation. Donc, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, là, de l'avoir ajouté partout chez nous? Je dirais que c'est en cours. On est vraiment en train, en effet, de l'intégrer parce qu'en fait, on se rend compte que nos formateurs et nos formatrices le font déjà. En fait, ça fait partie des questions. Les formations, on a des formations spécifiques sur l'intelligence artificielle. Donc, qui sont vraiment, je dirais, à InfoPresse, on se concentre sur tout ce qui est création de contenu et marketing. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc, on a des formations, en effet, vraiment sur la rédaction, comment apprendre à mieux rédiger, comment réviser ses contenus, comment être aussi plus créatif, plus productif. On est vraiment dans ces deux réalités qui sont deux réalités d'affaires, d'entreprise pour chacun et chacune. Puis, on a vraiment tout l'aspect aussi outils dans le marketing, que ce soit des outils de création, encore une fois, de contenu, ou que ce soit des outils vraiment pour améliorer sa productivité. Donc, vous avez vraiment un éventail d'outils aujourd'hui en intelligence artificielle, puis on essaie à travers nos formations de les démystifier, puis de vous aider vraiment à les intégrer, à les adopter dans vos organisations avec vos équipes. Super, merci Emmanuelle. On va te retrouver un petit peu plus tard pour une annonce. Donc, on va continuer avec notre expert Pierre-Luc Paiement, qui est président et cofondateur de chez Frank, agence création de contenu. Il va pouvoir nous aiguiller aujourd'hui sur le sujet, un peu démystifier les différents outils existants, voir c'est quoi les possibilités pour gagner en productivité puis en créativité.
Donc, je vous invite tout au long du webinaire de nous écrire vos questions dans le clavardage. Moi, je vais m'assurer de les intégrer et d'y répondre là, au fil de la discussion avec Pierre-Luc. Donc, je l'invite à l'écran. Allô, Pierre-Luc? Salut Justine, ça va bien? Bien? Bien oui, merci, toi. Oui, très bien, merci. Super, ben, je commence avec ma première question là, dans le vif du sujet pour bien mettre la table. C'est quoi le portrait global actuel là, de l'intelligence artificielle? Grosse question. Oui, grosse question, effectivement, mais question pertinente, évidemment, parce qu'il y a eu un événement récemment de l'intelligence artificielle. La réalité, c'est que tu n'es pas sans savoir que l'IA existe depuis déjà un bon moment, que ce soit à travers des outils de prédictabilité, des outils de tendance. Donc, on pense qu'on peut penser à Netflix, par exemple, pour la plupart des gens ont Netflix ou l'ont déjà utilisé. Puis sur Netflix, quand on regarde un film, vous avez sûrement remarqué que Netflix vous recommande d'autres séries similaires par rapport à vos goûts passés pour personnaliser le contenu et être plus adapté aux besoins des utilisateurs. Donc, ça, c'est de l'IA. C'est relativement simple, mais ça reste que c'est de l'IA. Ça existe bien avant l'arrivée de ChatGPT en 2022 qui a vraiment changé la donne. Fait que ce qui change vraiment la donne, je dirais… excuse, vas-y. Non, vas-y. Oui. Fait que ce que j'allais dire, ce qui change vraiment la donne, en fait, ce qui a vraiment amené l'IA au diapason, vraiment dans le cœur des discussions, dans plusieurs domaines, mais surtout la communication puis le marketing, c'est vraiment l'arrivée de ce qu'on appelle les grands modèles de langage. C'est un terme qu'on entend peut-être plus souvent en anglais, qui est le LLM, pour Large Language Model, justement, qui fait référence aux modèles comme ChatGPT, Claude, Mistral et tous les modèles, disons, de ce genre d'outils génératifs, qui a vraiment changé, disons, la façon de voir l'IA et la façon d'utiliser justement ces nouveaux outils-là qui nous permettent d'être plus productifs. Fait que, peut-être pour démystifier pour les gens qui peut-être connaissent moins ces outils-là ou qui connaissent moins le terme LLM, en gros, c'est des outils d'intelligence artificielle, des modèles qui sont développés sur une immense quantité de données textuelles pour générer et comprendre, analyser du langage naturel de manière évidemment très avancée. Donc, c'est vraiment ça qui vient changer la donne, qui vient vraiment, tout le côté génératif derrière ça, qui vient vraiment amener un autre niveau à l'IA telle qu'on la connaissait. Puis, même qu'on le dit aujourd'hui, une phrase que j'aime bien, c'est que la monnaie du futur va être la puissance du calcul. Donc, tous ces outils-là, quels qu'ils soient, puis on va en parler dans quelques instants, j'imagine, mais le nerf de la guerre, c'est vraiment tout ce qui est les puces IA pour avoir une puissance de calcul hyper rapide sur le plus grand nombre de données pour permettre d'avoir des réponses qui sont les plus pertinentes par rapport à la requête. Donc, on est vraiment vers la puissance du calcul comme monnaie du futur. Donc, c'est vraiment autour de ça que se joue la game, si je peux dire, du IA autour des LLM. Donc voilà, c'est ça qui vient. Puis il y a encore des limites, évidemment. Fait qu'on est vraiment à des avancées comparativement aux derniers mois, même dernières semaines. On va en parler, mais il y a eu des annonces cette semaine d'OpenAI, de Google qui ont été vraiment incroyables. Mais ça reste qu'il y a encore des limites malgré tout au niveau des LLM, justement, en termes de biais, d'hallucination, de cohérence. Il y a des enjeux éthiques, de confidentialité de données, des régulations autour de tout ça. Mais vraiment, comme entrée de jeu, je vous dirais, c'est vraiment ces nouveaux modèles-là qui changent la donne puis qui viennent vraiment changer notre quotidien puis qui nous permettent de voir le futur d'un autre œil. Donc comme intro, c'est vraiment, je dirais, un petit peu cet univers-là qui est bousculé avec les LLM. C'est ça. C'est une grosse question, mais c'est une bonne intro que tu nous dis. Puis, il y a quelques éléments, justement, là, que tu nous as dit que, justement, j'ai des questions pour toi un peu plus tard, là, surtout sur les défis qu'amène l'intelligence artificielle. Mais là, tu parlais de quelques plateformes, évidemment. Là, c'est quoi les plateformes indispensables pour les équipes en com-marketing en ce moment? Tu sais, texte, images, vidéo, autres. Qu'est-ce que les équipes doivent avoir? Bien, c'est sûr qu'il y a dans un point de départ, je dirais, c'est dans un premier temps, évidemment, comme toute chose, c'est de définir ses besoins, ses objectifs, c'est quoi Puis pour faire ça, je vous dirais la première question, l'IA, en fait, comme j'aime dire, puis comme on aime dire chez Frame dans notre groupe, c'est que l'IA ne va pas remplacer les humains, du moins à court terme, puis on n'ira pas dans le futur trop loin parce que ça va être très spéculatif. Mais à court, moyen terme, l'IA ne remplacera pas les humains. Par contre, les humains qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Donc ça, c'est le premier point de départ.
Puis où que ça va se démarquer, c'est vraiment sur les tâches. Quand on identifie nos besoins, souvent on va y aller sur les tâches qui sont peut-être à plus faible valeur agencée. Organisation de rencontres, prise de notes, rédaction d'emails à un client ou peu importe à l'interne. Fait que c'est vraiment dans un premier temps, pour répondre à ta question, c'est d'identifier nos besoins qu'on a comme organisation ou comme personne. Puis après, de regarder un peu ce qu'il y a dans le marché par rapport à nos besoins les plus préoccupants ou qui sont les plus problématiques. Moi, par exemple, quand j'ai un enjeu sur un sujet aussi banal que je donne un exemple très simple. Okay? J'enseigne aussi à l'université. Puis quand c'est rendu la fin de session, comme aujourd'hui, il faut que je rentre les notes dans le système. Puis juste de rentrer les notes, calculer mes notes, je procrastine. Ça fait un mois que j'aurais dû envoyer mes notes. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire aujourd'hui. Mais ça pour dire que ça, c'est le genre de tâches, moi, que j'ai identifiées, qui sont un irritant, qui me font procrastiner, puis qui me gardent un stress tout le temps derrière la tête. C'est pas une tâche qui est compliquée, c'est pas de quoi de stratégique. C'est juste de quoi que je suis comme une épine dans le pied puis que je mets pas en place. Fait que d'être capable, exemple, de résoudre ces tâches-là, de créer grâce à l'IA, de créer un automatisme qui fait que c'est pris en charge, ça me libère beaucoup de stress, disons. Ça pour dire, c'est vraiment le premier point, c'est d'identifier les tâches. Fait que si on vient d'un côté plus concret, terre à terre, parce qu'on pourrait parler de plusieurs outils qui existent selon une multitude de tâches, mais si on veut rester assez englobant, transversal, l'outil, je pense, aujourd'hui, qui est le plus, du moins au Québec, on pourrait sortir éventuellement du Québec au besoin, mais au Québec, ce qui est permissible, ce qui est un outil qui est très puissant, évidemment, c'est ChatGPT, la version, l'outil d'OpenAI. Je pense que c'est l'outil pour moi, qui est le plus touche à tout, qui te permet de faire le plus de choses, surtout pour une équipe, une agence de com, côté client, com, marketing. C'est l'outil souvent qui répond à le plus de besoins qui existent de manière le plus simple possible, le moins coûtant possible également. Il y a une version gratuite, évidemment, une version ou deux versions payantes, la 4 avec l'entreprise. Donc, c'est sûr que ChatGPT est un outil qui est vraiment assez fantastique pour des besoins individuels, mais aussi actifs. Mais avant d'aller trop vite dans ChatGPT, c'est quand même important de regarder aussi pour les gens qui veulent vraiment être au diapason, suivre un peu les tendances. Il y a d'autres outils qui existent, qu'on entend moins parler, mais qui sont quand même pertinents. On peut penser à... Puis là, je vais parler d'un outil français, Mistral. Mistral, c'est un outil qui est intéressant dans la mesure que, c'est un outil français. Donc, c'est sûr qu'au niveau francophone, au niveau du développement du langage français, c'est l'outil le plus puissant, la version 8X22B. Ça a l'air d'un personnage de Star Wars, je l'ai dit vite, mais c'est la version, disons, ChatGPT 4, version Mistral. Fait que lui, je l'aime bien parce que, justement, au Québec, du moins, quand on est dans le français, il y a un langage un petit peu plus développé que l'avait ChatGPT jusqu'à récemment. Puis là, je vais faire un bémol parce que la version Omni qui est tranquillement déployée, les nouvelles qu'on a eues cette semaine, le mardi, sur la nouvelle version ChatGPT 4 Omni. Fait qu'il faudrait que je le teste un peu plus pour voir, mais jusqu'à présent, pour le côté français, il y avait Mistral que je trouve intéressant. Donc, ça, c'est un outil qui existe, qu'on entend peu parler si on est plein. Sinon, évidemment, il y a Claude, peut-être que vous connaissez, qui est développé par la compagnie Anthropic, qui est détenu en partie par Google et Amazon. Malheureusement, cet outil-là qui compétitionne quand même avec la version Opus, qui compétitionne fortement ChatGPT. Le problème, c'est que c'est seulement accessible à partir hors Canada. Il y a différents pays, dont les États-Unis. Fait que ça aller trop loin, mais pour les gens qui ont envie de tester différents outils, le premier truc, c'est de vous prendre un VPN. Fait que ça, c'est une affaire qui n'est pas trop chère que vous trouvez sur le web. Aujourd'hui, c'est assez démocratisé. Il y a plusieurs versions de VPN. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour demander c'est quoi le meilleur VPN, ou vous pouvez aller sur Google, Perplexity, où il y a différents outils qui vont vous permettre de faire une recherche. Mais le VPN permet justement d'aller sur le marché américain et de tester plusieurs outils. Fait que ça, c'est une première chose. L'autre truc, je vous dirais, ça vous tente de vous amuser puis de sortir de juste ChatGPT puis de voir quoi d'autre qui existe, tester ses réponses, tester ses prompts et voir la résultante. Il y a un site que je vais vous donner, que vous pouvez le noter, je vais le dire tranquillement. C'est chat.l comme Lima, M comme Mike, S comme Sierra, Y comme Yankee, S comme Sierra. Fait que lmsis.org. Fait que chat.lmsys.org. Ça, c'est un outil que vous allez avoir accès sans VPN. Vous allez avoir accès à cet outil-là ou à ce site-là du Québec sans problème. Puis quand vous arrivez sur ce site-là, allez dans Arena Battle. Fait en haut à gauche, il y a un onglet qui s'appelle Arena Battle. Ce qui est cool, c'est que tu as deux fenêtres qui vont apparaître. Puis là, tu peux rentrer un prompt. Un prompt, c'est une demande. Tu dis, OK, j'aimerais que tu me rédiges une histoire pour endormir mon enfant qui parle de robots puis de dragons. Puis là, tu fais Enter. Puis là, ça va te sortir à l'aveugle deux résultats. C'est lequel. Puis là, tu vas dire, voici lequel que je préfère. Puis là, tu vas cliquer l'image de gauche, l'image de droite.
Puis après, ça va te dire, ben, c'était ChatGPT 4 qui compétitionnait contre Llama, par exemple, ou contre Mistral, comme contre Claude, peu importe. Fait que ça, ben, c'est une bonne façon aussi des fois de tester ses besoins, puis de me dire, ben moi, dans ma vie, genre de besoin que j'ai, quand j'ai testé différents logiciels à l'aveugle, sans être teinté par un biais ou par du marketing, ben, c'est lui qui répond le mieux à mes besoins. Puis après, ben, il y a moyen peut-être d'aller dans la direction qui vous convient. Donc voilà. On va parler de ChatGPT, mais ça, c'est pour mettre, disons, la table sur ce qui existe dans les outils qu'on appelle text-to-text, mais aussi, là, on sait maintenant, il y a aussi du text-to-image avec, là, on rentre dans la partie image avec du ChatGPT, la version DALL-E, qui est intégrée à ChatGPT, version 4 ou la version payante. Donc, c'est un outil qui crée des images à partir de prompts textuels. Fait que tu peux demander, par exemple, à DALL-E / ChatGPT 4, dessine-moi une image d'un webinaire avec Justine et Pierre-Luc. On va se décrire. Tu aurais une image qui serait populée de nous en quelques secondes. Donc, DALL-E, ben, c'est une façon facile, disons, d'avoir accès à du texte à image à travers ChatGPT. Après, la qualité, tu as encore un 6 sur 10 peut-être au niveau de, disons, d'une échelle de 1 à 10. Fait que c'est pas le top, dépendamment des besoins. Après, c'est pour faire des présentations PowerPoint, c'est pour de l'interne ou des besoins qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas besoin d'être vraiment impactants sur son audience. À n'en plus finir, ça fait le travail. C'est sûr, sinon, si on veut un niveau un petit peu plus sophistiqué au niveau de l'imagerie, ben, il y a Midjourney qui est quand même assez connu. Donc, Midjourney, ça fait des images beaucoup plus, je dirais c'est un 8 sur 10. On reste dans une échelle de gradation au niveau de la qualité. Donc, ça, par contre, c'est un outil qui est payant séparément de ChatGPT. Donc, là, je pense que c'est toujours à 10 US par mois. Assez simple d'utilisation. Il y a un niveau de sophistication qui peut être vraiment poussé plus loin quand on maîtrise le monde de l'imagerie, la photographie, de vraiment mettre des ratios, mettre des types de caméras, mais ça reste que c'est assez simple d'usage. Donc, ça, c'est un outil qui est, moi, je trouve, qui est très pertinent dans le domaine de l'image. Sinon, ben, pour les gens qui utilisent Adobe, avec la version de Firefly, qui est quand même assez connue, qui est un plugin à Adobe qui permet d'aller prendre des images à travers la suite d'Adobe pour ajouter des éléments, en enlever. Fait que c'est vraiment la version Photoshop 2.0, je peux le dire, avec l'intégration de l'IA. Il y a aussi la version bêta qui s'appelle avec Photoshop, qui est un niveau plus loin. Donc, ça, c'est les outils plus démocratisés. On a entendu parler récemment avec Google Astra qui va être lancé. Ben là, ça, encore une fois, c'est accessible seulement aux États-Unis. Mais écoutez, retenez le mot Astra qui va être la version un peu plus développée de Google avec Gemini. Donc, ça, c'est pour la partie peut-être plus imagerie. Puis, en terminant, je pense que tu parlais aussi de la partie vidéo. Fait que vidéo, je dirais, ben, il y a Runway Gen qui est assez connu. Fait que Runway Gen, nous, on l'utilise beaucoup pour prendre des. En fait, nous, d'aller d'un point de vue très concret, nous, on va utiliser à l'interne chez Frank, on va utiliser Midjourney principalement. Puis les images de Midjourney, on va les extraire pour les uploader dans Runway Gen. Puis ça te permet d'animer ces images-là pour une durée de peu près 4 secondes. Tu peux faire des extensions, même tes clips sur de l'IA avec Runway Gen, par exemple, c'est des 4 secondes. Fait que nous, on s'en sert de manière très concrète pour faire des moodboards. Quand on travaille avec un client sur des projets vidéo, puis qu'on veut être beaucoup plus impactant, plus proche du résultat final, sans aller non plus trop loin, ben on va utiliser un outil comme Midjourney avec Runway Gen pour animer nos storyboards, puis être capable de faire des plans séquences animés. Fait que là, ça a un impact beaucoup plus fort sur nos clients, mais ça te permet aussi de te transporter plus rapidement de te rapprocher plus du résultat final, sans non plus devoir mettre des efforts coûteux ou qui prennent beaucoup de temps. Donc, fait que Runway Gen, c'est un bon outil. Sinon, il y a Pika qui existe sur le marché, qui est intéressant. Hyper, que j'aime bien, qui est gratuit. HAI, c'est un outil qui est gratuit en ce moment pour tout le monde. Fait que si vous n'avez pas, des fois, on dépense de l'argent pour Midjourney, on dépense déjà pour ChatGPT. On n'est pas tous dans des grosses entreprises qui permettent de prendre en charge nos factures, de pouvoir utiliser la vidéo tranquillement sans devoir payer. Ben, je vous recommanderais Hyper, qui est un outil qui, pour moi, est au même niveau. Il a tous des forces et des faiblesses, mais il se rapproche dans l'ensemble de l'œuvre à un Runway Gen ou un Pika. Donc Hyper, je vous le conseille. Puis sinon, ben, là, si on va aller un peu plus loin, il y a Vidu, VIDU, qui est un outil chinois qui est assez puissant. On va surveiller Sora qui va éventuellement sortir, qu'on a vu des démos de Sora qui appartient à OpenAI, qui va être éventuellement intégré à ChatGPT. Et la même chose avec VO, qui est annoncé mardi par Google, fait que VO,
qui va être la version Sora, Runway Gen de Gemini de Google qui va sortir prochainement. Donc, c'est un peu ça le portrait, je dirais, sans aller trop dans les milliers d'offres qui s'offrent à nous, mais si on voit que les principaux outils démocratisés, texte, image, vidéo, ça ressemble un petit peu à ça en ce moment, l'état des lieux. OK, mais il y en a quand même beaucoup. On entend souvent les mêmes noms, mais merci là, de nous partager justement des mix entre deux, des gratuits, des payants. Je pense que ça va donner envie d'aller faire quelques essais là, aux participants dans les plateformes. Tu en as parlé un peu plus tôt, ça bouge vite. Il y a eu des grosses annonces aussi cette semaine. Ça a quand même fait l'actualité. En quelques phrases, est-ce que tu peux nous expliquer justement ces grandes nouveautés-là? Là? Ça touchait aussi plusieurs plateformes. Je te laisserai peut-être démystifier un peu là, ce qui s'est passé cette semaine. Oui, absolument. Fait qu'il y a eu, là je parle, c'est une semaine rapide avec les nouvelles qui se sont défilées, mais je pense lundi, je me trompe pas, c'était l'annonce d'OpenAI qui ont voulu un peu damer le pion, je peux dire, ou se positionner un petit peu avant le Google I.O., avant qu'il y ait Google pour les innovations. Fait que lundi, c'était OpenAI qui ont présenté la version ChatGPT 4O Omni, qui veut dire Omni Model, donc c'est vraiment la version améliorée de ChatGPT 4. En gros, il y a beaucoup de changements, c'est assez incroyable ce qu'ils nous ont présenté. Pour le garder simple, je prendrais juste un petit peu en arrière rapidement pour revenir, puis je vais répondre à ta question très précisément, mais pour revenir sur l'IA, en fait, l'IA, le but de l'IA dans la vie, c'est l'intelligence artificielle. Fait que c'est vraiment de l'intelligence qui se veut se rapprocher de l'intelligence humaine. On s'entend? Je le compare un peu à un jus d'orange frais pressé là, qui va être très, très bon. Mais il y a beaucoup de jus d'orange artificiel. On le voit, la saveur artificielle, qui est quand même un jus d'orange. Fait que l'IA, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de ce que l'humain fait. Fait que c'est un peu l'image que je donne du jus d'orange. Donc, on a vu aujourd'hui notre jus d'orange devenir vraiment plus près d'un vrai jus d'orange pressé cette semaine avec l'annonce lundi d'OpenAI. Fait que tout ce qui a été présenté se veut être beaucoup plus proche de ce qu'est l'humain, en fait. C'est très humanisé au niveau du langage, au niveau de l'interaction, au niveau des commandes vocales, les interactions vocales, d'avoir des échanges en temps réel, où est-ce que tu vas pouvoir... puis c'est pas encore tout sorti, fait que faire attention. Puis il n'y a pas eu de date d'annonce sur l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Il y en a qui vont sortir à travers les prochains jours, semaines. Fait que si vous allez utiliser la nouvelle version de 4 et que vous payez, ne soyez pas surpris que vous n'avez pas encore accès, par exemple, à la version vocale où ce que vous pouvez vraiment échanger avec ChatGPT puis d'avoir un échange pratiquement comme avec un humain. Fait que ça va se faire progressivement. Mais ce qu'ils ont annoncé, c'est vraiment ça. C'est de se rapprocher le plus possible de l'humain au niveau du langage, l'interaction, de la qualité des réponses. Fait que c'est vraiment, moi je dirais, c'est le point de départ, c'est l'humanisation de l'outil le plus possible. Même avec, tu peux prendre ton téléphone puis montrer des images, puis être capable de te guider ou de comprendre le contexte dans lequel tu es, ton contexte environnant. Il y avait un exemple qui donnait aussi dans l'aide aux devoirs. Quelqu'un qui a un papa avec son enfant qui travaille sur, je ne sais pas c'est quel niveau, la 5e année primaire peut-être, qui font il veut comprendre c'est quoi un triangle, les différentes lignes, c'est quoi même là, tu vois, je ne peux même pas te le répéter, c'est quoi l'hypothèse, bref. Alors, je suis loin de ma 5e année primaire, mais tout ça pour dire que, avec le visuel, ChatGPT peut voir l'image de un, c'est capable de vraiment accompagner la personne avec ce qu'il voit, puis de donner des réponses, des précisions. Fait que ça, c'est un exemple, vraiment d'être capable de détecter les images, puis avec des questions par rapport à ce qu'il voit, d'avoir des clarifications, des réponses précises. Donc, ça, c'est assez incroyable, évidemment, d'avoir une discussion en temps réel, ce qui est aussi une grande nouveauté. Donc, assez évidemment, puissant. tout plus rapide, plus puissant, plus de rapidité, plus de puissance, plus d'accès à de réponses dans un mois donné. Il faut comprendre que le nerf de la guerre est aussi sur ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, avec ChatGPT 4 par mois, je suis capable de gérer 300 PDF, 300 pages de livres. Après 300 pages de livres, si je veux aller à ma 301e page, il faut que j'attende le prochain mois. C'est déjà beaucoup, évidemment, mais pour des gens qui l'utilisent avec une grande vélocité, le nerf de la guerre, c'est les tokens, c'est d'avoir accès à plus de tokens pour plus créer. Fait qu'ils ont annoncé aussi plus de tokens, donc plus d'accès à plus de volume, plus de rapidité. Donc, il y a aussi du plus sur ce qui était déjà de l'existant, mais juste plus puissant au niveau de l'outil. Ça, c'est OpenAI, je dirais, lundi. Ensuite, il y a eu Google mardi qui a annoncé la version Gemini 1.5 Pro et la version Flash qui est un petit peu plus allégée de la version Pro.
encore une fois, ils ont touché à des trucs similaires, comme je parlais de VO, l'annonce de la nouvelle, le nouveau Sora, le nouveau outil vidéo qu'ils ont mis de l'avant. Astra, aussi, le nom m'échappe, mais au niveau de l'imagerie également, qui ont présenté un nouvel outil. Fait qu'ils ont été un peu dans la même veine, même plus loin que ChatGPT. Ils ont vraiment sorti un potentiel d'outils vraiment hallucinant. La force de Google, ça va être vraiment de connecter à l'univers Gmail, Google Slide, tout ce qui est l'écosystème Google en ce moment qu'on connaît, avec évidemment tout ce qui est leur fameux Search Generative Experience qui va remplacer tranquillement la barre de recherche classique qu'on connaît dans Google. Ça amène à un autre sujet, d'autres défis que vous avez peut-être entendu parler récemment dans les nouvelles par rapport à des gens justement qui leur gagne-pain est à 40 50 qui vient des moteurs de recherche de Google. Donc, si on délaisse ça, ça met à plusieurs PME ou business un peu à défaut. Mais bref, ils ont parlé un peu d'une nouvelle barre de recherche. Fait beaucoup d'annonces. Par contre, je dirais que pour avoir... j'ai pas fait beaucoup de tests personnellement. J'ai pas eu le temps de faire des méga tests. Mais de ce que j'ai vu sur des gens qui ont pris le temps, que c'est leur métier de faire des tests, malgré des annonces révolutionnaires de Google qui laissent prévoir un futur vraiment incroyable puis plein d'opportunités et de craintes aussi. Là, ça dépend quand on regarde la chose. Mais ça reste qu'en ce moment, ChatGPT 4 Omni, au jour le jour, dans le day-to-day, il reste beaucoup plus puissant, beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus fluide dans les réponses. Donc, il faut surveiller le Google de près, mais malgré tout, je pense que le meilleur outil reste quand même ChatGPT 4, surtout avec la version Omni. Donc voilà. Puis le dernier truc que je dirais, qui a passé sous le radar, mais que je trouve vraiment pertinent, c'est les annonces aussi de TikTok. Au niveau TikTok devient aussi un outil de recherche. On entend parler que les gens, surtout les plus jeunes, vont faire beaucoup de recherches sur TikTok, beaucoup plus que sur Google pour savoir un restaurant tendance, les nouvelles musiques, peu importe. Ils ont intégré un outil de recherche propulsé par l'IA dans TikTok, donc de quoi qui va être à surveiller. Donc, c'est un peu ça. Grosso modo, il y a eu d'autres annonces, mais en gros, c'est pas mal ce qui est sorti cette semaine avec les deux webinaires, les deux lives qu'on a vus avec Google et OpenAI. Ça donne une idée de ce qui s'en vient. Fait que c'est pas tout en place en ce moment, mais on sait sur quoi ça avance. Je vais en profiter pour poser une petite question du public là, avant de changer de sujet. On demande est-ce qu'il existe des versions gratuites de l'IA pour de l'imagerie? Je ne sais pas si tu y avais répondu concrètement de tantôt. Pour de l'imagerie, c'est une bonne question. Vite fait comme ça, ceux que j'ai nommés, en fait, sont tous payantes, à vrai dire. Donc, la réponse courte, je dirais non. Après, si quelqu'un peut me souffler à l'oreille une réponse, tant mieux. Mais malheureusement, non. Fait que dans le texte, il y en a évidemment. Là. Dans la vidéo, j'ai parlé d'Hyper qui existe, qui est gratuit. Ouais, je pense pas qu'il y en a malheureusement. En tout cas, pas au niveau de ceux que j'ai nommés malheureusement. OK, parfait. On peut continuer plus pour le volet rédaction de texte. On sait que ça prend quand même pas mal de place dans la réalité des gens comme marketing. Puis, comme tu l'as dit, au Québec, c'est assez unanime que ChatGPT, c'est l'outil le plus utilisé. Et on a un de nos experts, Yann Fortier, qui donne de la formation aussi chez nous, qui a parlé de l'art de la requête, là, du prompt, comme tu disais, à notre dernier sommet. Fait qu'on a un court extrait pratico-pratique qu'on va vous présenter. Puis ensuite, Pierre-Luc, on se retrouve là, pour les autres questions. Parfait. Alors, ChatGPT et autres, c'est votre super assistant qui sait tout? Évidemment pas, hein? Qui pense tout savoir. Il y a un petit côté assumé dans ses réponses, des fois qui fait même un peu peur, je dirais. Mais c'est ça, qu'on retienne que ChatGPT, ce n'est pas un rédacteur, mais c'est un super assistant en rédaction. Puis pour qu'il fonctionne, il faut que vous passiez des commandes. Alors ça aussi, c'est faux. Il faut que vous entriez, en fait, l'idée, l'enjeu, si on veut vraiment avoir des meilleures réponses pour aller plus loin, pour mieux utiliser l'outil, pour faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats, c'est vraiment de dialoguer avec. Hein? Oui, on fait une requête, il va répondre, mais contentez-vous pas de la réponse en disant « il est bien niaiseux ». Je veux dire, c'est la même affaire si, quand vous allez au restaurant avec quelqu'un, vous entamez la conversation, ça va-tu bien? Oui, toi, oui, comment ça? Puis là, à un moment donné, on finit par en savoir davantage parce qu'on interagit avec l'outil plus que d'y passer une première commande en disant « ah, il est bien niaiseux ». Ce que je rajouterais aussi, c'est qu'on a peut-être un biais aussi au niveau de la commande, d'être souvent en mode « j'y pose une question,
il répond, mais c'est comme si je donnais des ordres. Pour moi, si on veut y aller au-delà de ça, c'est plus l'idée de, je vais lui demander qu'est-ce qu'il ferait. Tu sais, au lieu de dire, prépare-moi un plan marketing en 8 points, je vais dire, voici mes enjeux, voici la cible, voici le contexte, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, c'est plus de partir de ça. C'est là, à mon avis, que ce qui va nous sortir peut-être un peu dans ces réponses qui vont être un peu plus champ gauche ou champ droite, bien là, je vais pouvoir ensuite combiner ces réponses-là avec ce que je pense qu'il devrait faire. Et bon, voilà. Fait que ça, oubliez-le jamais. Pour moi, c'est ce qui me permet d'aller vraiment plus loin avec l'outil. C'est souvent de demander qu'est-ce que tu ferais au lieu de dire fais ci, fais ça. Ah, donc, cette idée-là de dialogue, cette idée-là de conversation, meilleure va être la conversation, meilleure va être la qualité du dialogue, meilleure donc va être la qualité également de la réponse. Good. Ben, merci à Yann qui est peut-être avec nous en ce moment dans les participants. Dans les impacts que tu parlais, Pierre-Luc, de l'utilisation de ces outils-là, c'est quoi les principaux que les équipes en com marketing doivent vivre avec, là, j'ai envie de dire, toi qui travailles aussi en agence, tu parles à tous ces professionnels-là, c'est quoi le principal impact que ça a dans leur réalité? Bien, le principal impact, évidemment, il peut être très positif. C'est vraiment d'accélérer, moi je dirais, la rédaction à la base, là, de rédiger des emails, rédiger des textes, tout ce qui est niveau communicationnel, rédactionnel, c'est sûr que ça a un impact qui est assez rapide. Donc ça, c'est la première, je pense. Le commun des mortels, c'est le premier usage. Donc, puis 100% d'accord avec ce qui était dit par Yann. Tu sais, encore une fois, je reviens à vos objectifs à vous, mais utilisez, exemple, ChatGPT dans ce cas-ci, utilisez-le pour vous aider à démystifier comment il peut vous aider. C'est un peu le genre de reverse engineering. Fait qu'au lieu de faire une commande et de dire, ben, fais-moi ci, fais-moi ça, voici ma problématique, voici c'est quoi quel problème ou quel objectif que j'ai que j'aimerais résoudre. Si tu mettais à ma place, comment tu t'y prendrais? Puis, fait que c'est vraiment un peu de l'empathie. C'est sûr que c'est un robot, c'est de l'IA, fait que c'est dur quand on parle d'empathie, c'est un peu compliqué, mais voyez-les comme ça pareil. Puis, tu sais, pour arriver à démystifier ça, puis Yann le fait très bien, mais moi, il y a une approche que j'aime bien qui s'appelle l'approche CoStar, comme C-O-S-T-A-R, comme ton CoStar à toi. Puis, de manière très simple, ton C, c'est vraiment définir ton contexte. Fait que fournir des informations contextuelles par rapport à la tâche que tu veux accomplir, que tu veux résoudre, à ton problème. Donc, ça, c'est le point de départ. Après, c'est quoi l'objectif que tu as en tête? Après, ton S, donc, c'est le style que tu souhaites avoir la réponse. C'est quoi le style souhaité au niveau de la réponse? Donc, ça, c'est hyper pertinent. Le ton que tu veux aussi dans la réponse. Tu veux à quelle audience tu veux t'adresser? C'est-tu toi l'audience? C'est-tu ton public à qui tu t'adresses? Fait que définir c'est qui l'audience par rapport à ta requête. Le format de réponse que tu veux. Est-ce que tu veux une réponse qui est courte, qui est plus longue dans un tableau? D'être précis là-dessus, d'être très détaillé. Fait que cette approche-là va aider vraiment à avoir ce prompt-là va t'aider à avoir des réponses beaucoup plus étoffées, détaillées. Puis n'hésitez pas, moi souvent je vais dire deux choses. Je trouve que ChatGPT est beaucoup trop bienveillant. On a l'air de la bienveillance, c'est correct, mais à un moment donné, quand je parle à un robot, je n'ai pas besoin d'être pris en charge comme si c'était mes parents qui me prenaient en charge. Ça, il est toujours peu importe la question, toujours, oui, c'est bien, c'est une très bonne question, c'est une très bonne idée que tu as eue. Un peu trop, fait que, moi, souvent, je le dis, OK, comme, excusez l'expression, mais code de bullshit. Fait que je dis, je veux vraiment pas je veux pas de la bienveillance, je veux avoir le plus d'honnêteté possible. Je veux que tu me parles comme si tu parlais vraiment à quelqu'un que tu conseillais, puis qui n'avait pas d'informations sur le sujet, qui était néophyte, puis je veux vraiment que tu m'éduques. Fait que d'être vraiment clair, comme si vous le feriez si vous parliez avec un conseiller bancaire, financier ou peu importe, que vous n'avez pas de connaissances. Fait que c'est vraiment de conditionner votre demande, votre ChatGPT, par rapport à la réponse que vous voulez avoir réellement. Parce que sinon, c'est vrai que ChatGPT, comme disait Yann, a tendance à embellir les choses, à être trop bienveillant. Fait que je dirais ça. Fait que utilisez-le comme allié. Demandez-lui comment il pourrait vous aider de manière très, très claire avec l'approche CoStar. Puis ça va vous permettre vraiment de comprendre justement, puis d'apprendre sur comment tu peux l'utiliser, comment tu peux peut-être moins l'utiliser. Puis c'est en se mettant les mains dedans que vous allez trouver votre meilleure façon pour vous, l'adapter pour vous, pour être capable de trouver vos besoins ou trouver votre utilité pour augmenter votre productivité. Fait que la réponse, c'est fiez-vous à l'outil pour trouver la valeur ajoutée.
au-delà que je vous énumère une liste de 100, il y a plein, puis je pourrais en nommer plus tard, mais fiez-vous à l'outil pour vous aider à vous guider là-dedans. D'abord, l'objectif de productivité, en fait, là, de se poser la question de comment je peux être plus efficace en l'utilisant surtout. Oui, puis de manière très concrète, si tu veux un exemple très concret, là, je peux en nommer plusieurs. Bien, nous, on utilise au travail Chat, la version entreprise, puis on s'est développé plusieurs des GPTs ou des agents. Moi, j'aime ça appeler des agents AI ou des assistants, là, peu importe le terme qu'on veut utiliser. Puis en gros, pour un sujet donné, exemple très simple, nous, on a un GPT ou un agent qui s'appelle, là, j'en ai plusieurs, fait que je vais peut-être mélanger les noms, mais c'est pas important. Il y en a une qui s'appelle Julie. Julie, la traductrice. Fait qu'on a formaté Julie dans les instructions quand tu crées un GPT sur ChatGPT 4 ou entreprise. Tu peux créer ton agent, ton GPT, puis dans les instructions, tu vas lui dire, bien, tu vas servir uniquement à faire de la traduction de l'anglais au français, du français à l'anglais. Je veux que dans chaque fois que quand je te mets un texte, à chaque fois que je vais te copier un texte, je veux que tu me demandes c'est quoi le ton souhaité. Je veux que tu me demandes c'est pour quel type de client, c'est quoi la longueur. Fait que comme ça, tu es capable de conditionner ton agent. Puis moi, nous, quand on fait de la copie, on est capable de le plus possible d'adapter notre contenu versus juste faire de la traduction pure et dure. Mais c'est aussi un outil qui est fantastique pour employer ou des gens plus juniors. Tu conditionnes ton agent IA sur ChatGPT pour qu'un junior qui n'a pas nécessairement les réflexes de poser les bonnes questions avant de faire un brief ou un prompt, mais tu préformates ton prompt. Puis comme ça, quand il fait son prompt, si la question qu'il aurait dû poser ne l'a pas posée, bien, il va avoir un but. Ça veut dire, hey, tu as oublié de me spécifier c'est qui l'audience, ou tu as oublié de me dire dans quel style tu le veux, ou tu as oublié de me dire si tu pour une promotion, si tu pour du contenu générique, peu importe. Fait que comme ça, tu es capable de conditionner ton GPT pour t'assurer que ton équipe aille toujours vers le meilleur prompt possible d'une certaine façon. Fait que ça, c'est des façons vraiment concrètes qui permettent de gagner en efficacité, en productivité, puis aussi de pouvoir déléguer plus facilement. Parce que tu sais que ton GPT va coacher ton équipe, disons, sur des demandes très précises. C'est un exemple. Ben oui, vous créez des coachs à l'interne là, avec vos GPT, justement. C'est super intéressant comme exemple. Je pense que même chez nous, j'espère que mes collègues écoutent, puis on va pouvoir mettre ça en place. Je trouve ça super intéressant. Pour revenir un peu tantôt là, sur la question de l'imagerie, avant ma prochaine question, on a eu un commentaire dans le clavardage. Bing, il permet d'avoir des tokens gratuits. C'est la version de base d'Ali, idéogramme pour image. Okay. 25 prompts gratuites avant de payer qu'on signale. Ça peut... Parfait. C'est pas venu à l'oreille, mais c'est venu dans le chat pour bonifier ta réponse. OK. Bien, regarde, je vais en faire du pouce parce que pendant qu'il y avait la vidéo, je me suis permis d'aller faire une petite recherche. Fait que je vais faire du pouce là-dessus. Je vais vous partager, je me permets, Justine, un autre outil que je n'ai pas parlé encore, mais que je trouve formidable, que j'adore, qui s'appelle Perplexity. OK? Fait que Perplexity. Fait que ça, c'est vraiment Search 2.0. C'est vraiment ce qui fait peur aux entreprises qui utilisent le SEO, le SEM sur Google pour avoir du trafic. Fait que Perplexity, c'est un outil de Search 2.0. Fait que ce qui est fantastique, il y a une version gratuite qui est quand même très cool. Il y a une version payante également. La version payante, ce que le fun, c'est que pour 20 $ par mois, qui est le même prix que ChatGPT 4, tu as accès à la version plus de Perplexity, mais tu as aussi accès à travers Perplexity à ChatGPT 4. Donc, tu as un 2 dans 1 et DALL-E du même coup. Donc, tu as un 2 dans 1 avec quand même quelques limitations, mais quand même. Puis Perplexity, c'est exemple, tu fais une recherche sur un sujet donné. Tu dis, peux-tu me résumer la théorie de Pythagore? Bien, Perplexity, ce qu'il va faire, contrairement à Google, c'est qu'il va t'en résumer comme le ferait ChatGPT, en peut-être 10-15 lignes, peu importe. Fait que tu n'as pas besoin d'aller chercher un article pour trouver la théorie, il va te la résumer directement, mais il va quand même te mettre les sources de 5, 6, 10 articles. Si tu vas aller plus loin, fait que tu vas pouvoir cliquer sur l'article qui parle de la théorie de Pythagore. Tu peux aussi même sélectionner, je veux que mes sources soient uniquement des sources académiques. Fait que tu peux même filtrer tes paramètres de search, qui est beaucoup plus avancé que ce que Google te permet en ce moment, on s'entend. Ça va changer, on le sait avec ce qui s'en vient, mais ça reste qu'en ce moment, Perplexity a un niveau de personnalisation de recherche qui est beaucoup plus pointu, mais aussi des résultats beaucoup plus rapides, moins de pub. Encore une fois, on est quand même pas mal en pub, c'est comme un peu bête de dire moins de pub, mais c'est quand même la réalité. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est un outil que je vous partage, que je trouve vraiment fascinant. Puis même, dernier point par rapport à ça, tu peux prendre un article quelconque, tu le mets dans la barre de recherche de Perplexity, ça va te trouver des articles similaires qui existent sur le web. Puis, dernier truc, si vous avez un article payant auquel vous n'avez pas accès, moi, des fois, j'allais voir un article sur Le Devoir, Le Soleil, le New York Times, puis là, ça me dit, il faut que tu payes pour l'article.
tu prends le lien de l'article payant, tu le mets dans Perplexity, puis ça ne va pas te donner l'article verbatim mot par mot, mais ça va te résumer l'article au complet sans devoir payer. Fait que là, je m'excuse pour les médias locaux. Encore une fois, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ou même les médias payants, mais tout ça pour dire que c'est une façon d'encourager quand même vos médias locaux, là, payer pour vos articles quand il le faut. Mais des fois, ça peut être utile d'avoir accès à Perplexity. Fait que j'ai parlé de ça pourquoi. Diane, je suis allé voir sur Perplexity, outil texte-to-image gratuit. Fait que j'ai eu une réponse, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé, là, prenez-moi pas au mot, mais l'outil qui me suggérait, ça s'appelle Crayon. Fait que c'est R-A-Y-I-O-N. Fait que crayon.com, puis apparemment c'est un outil qui génère du texte-to-image gratuitement. Fait que voilà, en plus de. Merci aux participants qui ont donné ces outils. Il y a Crayon en plus que vous pourrez tester. Super. Je vois le temps qui file. Et avant de passer à plus de questions du public, il y a une question absolument là, que je veux te poser, puis on en a parlé un peu plus tôt. C'est quoi les défis que l'IA amène là, dans les équipes marketing? On en parle, il y a le volet éthique, le volet légal, mais il y a aussi d'autres défis là, que les équipes rencontrent. Fait que, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui. Il y en a plusieurs. C'est une super bonne question. Il y a plusieurs défis au-delà des défis que tu viens d'énumérer qu'on connaît. Le premier, je dirais, c'est un défi culturel. Fait que c'est une équipe qui est apte, qui est ouverte à prendre le virage, disons, IA. Donc, il faut que les gens soient à l'aise avec les outils d'IA, que les gens veulent en apprendre. Puis la réalité, puis je vais être très honnête, on a déjà fait des entrevues, nous, parce que nous, on est très affichés, très affirmés dans l'IA. Il y a des gens en création qu'on a voulu embaucher puis qui ont dit, tu sais quoi, nous, on est quand même un peu plus puristes. Pour nous, ben, c'est du plagiat, puis on peut en reparler, mais l'IA, pour nous, c'est du plagiat. On copie des œuvres d'artistes, d'écrivains, de journalistes, peu importe. Donc, pour nous, on n'est pas à l'aise de se lancer dans l'IA ou d'utiliser l'IA, même à travers un processus. On ne parle pas de l'IA, que c'est l'output final qui est de l'IA, mais même dans le processus d'itération de travail. Fait que, premièrement, je dirais un défi culturel. Fait que faut que vous assumiez que vous vouliez prendre cette tangente-là, puis que vous soyez à l'aise qu'il y a des gens peut-être qui ne feront peut-être pas partie du futur de votre organisation ou qui ne seront peut-être pas aptes à vouloir évoluer dans une organisation qui va vers l'IA. Ça, c'est correct. Moi, je prêche un peu pour l'IA parce que je me dis que c'est l'évolution, donc on n'a pas le choix de suivre cette évolution-là. Bien encadré, évidemment, avec une politique bien éthique en place, mais quand même, nous, c'est important qu'on soit au fait de ce qui se passe. Évidemment, il y a un côté technique, évidemment, il faut quand même réapprendre certains outils. C'est pas hyper compliqué, dépendamment de où on va. Là, si on rentre dans la programmation, connecter des API, ça peut devenir plus technique. Mais pour le commun des mortels, il faut quand même réapprendre des outils. Donc, il y a un petit côté technique. L'autre truc qu'on oublie souvent, mais moi, je trouve qu'il est hyper pertinent au niveau des défis. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on passe de l'économie, en ce moment, l'économie du knowledge, l'économie du savoir, puis on s'en va vers l'économie de l'attribution ou de l'allocation. C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, à peu près 12% de la force du workforce, parce que je cherche mon français, mais de la force de la main-d'œuvre, pardon. 12% de la main-d'œuvre en ce moment au Canada ou en Amérique du Nord ou dans le monde, c'est des gestionnaire, puis 88%, c'est des gens qui exécutent un peu ce que les gestionnaires leur disent de faire. Aujourd'hui, je pense que ça va changer. C'est que tout le monde va devoir devenir un gestionnaire. Fait que le mindset va devoir changer pour qu'on soit dans un état d'esprit de déléguer beaucoup plus à des outils. Fait que ce soit ChatGPT, Midjourney, des outils qu'on n'utilise pas encore, qu'on ne connaît pas encore. Fait qu'il va falloir que le commun des mortels se conditionne à déléguer des tâches, alors qu'avant, ben, c'est la personne qui se rapportait au gestionnaire qui faisait la tâche. Fait qu'il y a vraiment un changement de shift au niveau de cet état d'esprit-là. Puis ça, ben, c'est un changement, nous, qu'on le voit déjà. Fait que tu délègues des tâches que tu faisais avant, que là, il faut que tu sois capable de faire des bons prompts, d'être clair, de communiquer avec tes outils d'IA, mais avec tes équipes pour s'assurer qu'il y a une cohésion qui se fasse entre tes agents IA et tes équipes, tes collègues humains. Donc, toute cette partie de délégation va être hyper importante pour pas juste les gestionnaires, mais l'ensemble des gens. Le deux derniers, je dirais, là, puis je pourrais en nommer d'autres, mais je dirais la dépendance à l'IA, c'est un défi. Les gens, maintenant, c'est comme une drogue, ils sont un peu addicted. Puis j'en vois là, que tant qu'il n'y a pas eu la vie, ils bloquent. Ils ne savent pas trop. Ah ben, par où que je commence? Si on commence, ça crée un syndrome de page blanche où le monde, ça crée une dépendance. OK, j'ai écrit un draft d'email à un client, puis OK, là, j'ai écrit mes idées. Peux-tu me le transformer dans un email qui est beaucoup plus concis, plus structuré, plus adapté dans un contexte professionnel? Puis quand tu n'as pas accès à l'IA, parce que peu importe, là, tu voyages, tu es dans l'avion ou tu n'as pas accès à Internet, mais là, c'est comme tu perds un peu tes repères. Fait qu'il y a un défi de dépendance qui peut être quand même assez important. Et évidemment, trop faire confiance.
De se dire, ben, ce que l'IA me donne, peu importe l'outil, ben, c'est la réponse absolue. C'est pas vrai. Puis on le sait que l'IA, il y a beaucoup d'hallucinations, ou pas beaucoup, mais il y a des hallucinations. Puis peut-être un petit point là-dessus que les gens ne comprennent pas encore nécessairement pour la plupart. Il y a des gens évidemment qui le comprennent, mais l'IA ne fait pas du copier-coller de ce qui existe sur le web. L'IA, c'est basé 100% sur un système de prédictabilité. Fait que quand tu demandes à ChatGPT quelle est la couleur du ciel, ben, il ne va pas aller copier de trouver sur un article de Google. C'est vraiment, il va décortiquer chaque mot, la couleur du ciel. Puis c'est quoi la prédiction qui est la plus probable que le ciel soit bleu versus rouge? C'est sûrement 99,9% des cas. Fait qu'il va donner la réponse bleue. Fait que d'où ce que des fois, ce système de prédictabilité-là n'est pas nécessairement, c'est pas toujours la bonne prédiction, puis il peut être déficient. Puis là, ça crée des hallucinations. Fait que c'est important de regarder, de contre-vérifier un peu ce que l'IA sort comme réponse, parce que c'est la prédiction, donc c'est pas tout le temps précis. Donc, ne pas toujours se fier à l'IA pour penser que c'est du cash, les réponses. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, moi, je parle un peu du sandwich. L'humain, c'est le pain, puis la viande, c'est l'IA, quelque part là-dedans. Fait que ton input doit être humain. Le pain, c'est l'humain. Fait que ton input, c'est l'humain. Ton output, c'est l'humain. Puis entre les deux, tu as la viande et tes condiments qui t'aident à avoir un bon sandwich. Mais si tu n'as pas de pain, tout tombe. Fait que tu n'as plus de sandwich. Fait à donner du goût. Comme ça. Hein, voilà, très bien dit. À donner du goût. Je vais la reprendre, celle-là. Voilà quelques exemples de défis. Oui, tes 2 derniers défis, page blanche, dépendance, trop se fier à ce que ça dit, je pense que ça se regroupe, puis c'est peut-être aussi quelques craintes que des professionnels ont qui embarquent peut-être pas non plus là, dans la vague. Je vois le temps qui file, puis on a pas mal de questions là, dans le clavardage, puis il y en a une super intéressante. Tu donnais des exemples concrets, puis on a la question comment l'intelligence artificielle peut nous aider à mettre en place des initiatives stratégiques marketing, exemple un plan de campagne, un plan de com marketing, comment une équipe en organisation peut l'utiliser? C'est une super bonne question. Puis je vais donner une réponse très concrète, puis après, encore une fois, il y a d'autres options, mais nous, on utilise... En fait, moi, j'encouragerais la plupart des gens qui peuvent se le permettre, là, puis je comprends qu'un 20 $ par mois, c'est peut-être pas tout le monde qui peut se le permettre, mais si vous travaillez pour une organisation, une entreprise, je pense que ça vaut vraiment. Fait que, j'encourage les gens à aller vers un ChatGPT payant ou autre outil payant. Mais nous, concrètement, ChatGPT 4 ou la version entreprise, comme je disais, te permet de faire des GPT. Puis là, encore une fois, je le dis, c'est important, mais nous, on travaille toujours en hyper transparence. Avec les clients, qu'on se permet de faire ça, c'est que le client est au courant qu'on va utiliser OpenAI comme outil, qu'on va transmettre certaines informations dans ChatGPT. Après, c'est là qu'il y a d'avoir une politique claire, établie, bien définie, puis qui est partagée avec vos clients ou à l'interne, si vous êtes client ou avec vos agences, si vous êtes un client qui travaille avec des agences. Donc, d'être aligné sur votre politique, puis de respecter dans cette politique-là. Fait que je le dis parce qu'il y a des clients avec lesquels on ne le fait pas parce qu'on n'est pas à l'aise. Donc, je ne veux juste pas que les clients potentiels pensent qu'on est toujours sur l'IA. Ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, un client qui se prête au jeu, tu peux créer un GPT sur, par exemple, ChatGPT 4. Puis dans ton GPT, tu peux uploader tout le data que tu veux. Fait qu'on dit souvent garbage in, garbage out. Fait que l'idée, c'est de mettre du data qui est hyper. Tu peux mettre sur ton GPT, tu peux télécharger ton plan de com, tes personas, ton guide de marque, tout ce que tu veux. Puis après, tu peux le formater pour dire, je veux maintenant, tu vas devenir mon GPT, mon agent IA pour faire mes plans de communication dans le futur. Puis je veux que les données que tu vas te servir viennent uniquement des données que je te transmette. Je ne veux pas que tu utilises de données qui proviennent, exemple, de ton algorithme quelconque, dans ta boîte noire qui fait que tu es ChatGPT. Je veux que tu te fies aux données que je te transmette. Ou tu peux utiliser les deux, c'est comme vous voulez. Fait que là, vous allez conditionner votre GPT à utiliser les données que vous voulez. Puis à travers ça, tu peux lui demander, encore une fois, c'est de revenir à l'approche co-star que je disais. C'est de dire, OK, tu as les informations sur mes personas, mes objectifs d'affaires, objectifs de communication, les tendances du marché, c'est quoi que j'entrevois au niveau communication, au niveau contextuel, peu importe. Le plus de données pertinentes qu'il a, le mieux que les réponses vont être pertinentes par la suite. Puis après, c'est de vous poser des questions au même titre que vous feriez si vous aviez un employé puis que vous voulez que votre employé vous fasse un plan de communication. Quel brief que vous lui feriez? C'est quoi le prompt que vous feriez? Fait que définis-moi les bons messages pour telle audience, sur quel canal qu'on devrait être, en considérant qu'il y a une évolution dans le domaine du search, par exemple, qu'il y a l'évolution de l'intelligence artificielle. Fait que vraiment donner le plus de contexte possible dans votre prompt pour avoir la meilleure réponse avec les meilleures données que vous allez avoir mis de l'avant. Donc, cette approche-là, vous allez avoir des réponses vraiment incroyables pour au moins, vous, après, aller comme raffiner les réponses, affiner, travailler là-dessus, vous challenger.
mais ça va vous faire un plan de com assez étoffé, en tout cas un brouillon, un premier draft en quelques secondes. Fait que c'est un bon point de départ, puis au moins, mais comme je dis, c'est un peu le sandwich. L'input est humain, puis l'output à la fin, ben, c'est encore du pain, c'est l'humain. Après, c'est à vous de mettre la main à la pâte quand même, là, mais ça va vraiment accélérer votre développement de plan de communication. Ben là, il y a une autre question que je rebondis dessus, mais tu sais, en fait, c'est le brief que tu fais à ton équipe habituellement, ben là, tu vas le mettre dans l'outil justement pour générer les premières idées. Il y a une question, je savais qu'elle allait rentrer cette question-là, mais c'est quoi l'enjeu à mettre des données de notre organisation dans ChatGPT ou autre outil dans ce genre-là? Ouais. Ben, c'est le même enjeu que quand vous envoyez des emails confidentiels, la même protection que Gmail, Outlook, Microsoft, peu importe. C'est le même type d'enjeu qu'on a en ce moment. Fait que c'est de vérifier, est-ce que la politique de confidentialité, de cybersécurité, de exemple OpenAI, Mistral, Anthropic, Cohere, peu importe l'outil que vous voulez utiliser, est-ce que la politique vous sécurise ou pas? Ensuite, c'est sûr que là, pour revenir, je pense, sur l'outil qui est un peu plus démocratisé en ce moment, qui est OpenAI, bien, OpenAI, la version entreprise, justement, dans ses bénéfices de payer pour la version entreprise, il y a ils retiennent aucune information, donc tout est comme rejeté, donc ils se commettent à ne pas retenir les informations qui sont partagées, et aussi un système de cybersécurité beaucoup plus poussé. Mais après, c'est vous, il faut que votre organisation soit confiante que ça répond à vos besoins, comme valider avec votre équipe IT ou avec votre équipe légale, est-ce que ces conditions-là, pour nous, sont rassurantes ou pas. Ça, c'est une décision après qui vous appartient. Je ne peux pas vous dire quoi faire, mais c'est de faire vos devoirs par rapport aux conditions, puis est-ce que ça vous sécurise ou pas. Sinon, bien... puis ça, c'est un avantage, je vous dirais. C'est un grand avantage. Je vais ouvrir une parenthèse, mais je pense qu'on est à l'ère, la première fois, du moins dans les dernières décennies, que les PME vont avoir un avantage sur les multinationales. Parce qu'on a accès à des outils hyper puissants à vraiment des prix très, très, très réduits, des prix vraiment accessibles. Quand on parle de 20 par mois pour un outil comme ChatGPT 4, c'est pas cher par rapport à des outils technologiques quand il y a eu le virage numérique au début des années 2000 ou même avant. Puis l'avantage des PME, c'est que vous êtes beaucoup plus agile, beaucoup plus, moins, disons, frileux, si je peux dire, pour différentes raisons, parce que vous êtes moins ciblé souvent aussi d'attaques, de cyberattaques. Je pense à Samsung qui avait banni ChatGPT parce qu'il avait été piraté par des pirates, parce que c'est plus sexy, c'est plus cool de pirater Samsung que de pirater la crèmerie du coin, on s'entend là. Fait que les vrais pirates vont souvent s'attaquer aux plus grosses entreprises, ce qui fait que les grandes multinationales, bien, ils vont prendre un pas de recul, ils vont chercher un Chief AI Officer qui va prendre 6 mois avant qu'il le trouve. Une fois qu'ils vont l'avoir trouvé, ce nouveau employé-là va faire le tour de tous les départements pour faire son due diligence, il va rencontrer le légal, le marketing, les finances, l'ingénierie, peu importe. Puis là, après, il va faire un rapport, puis le rapport va permettre de faire une politique. On va être rendu 2-3 ans plus tard. Fait que les employés vont être pénalisés parce qu'ils vont avoir un stop sur l'utilisation d'IA. Fait que les PME, eux, n'ont pas cette lourdeur-là. Fait que les PME, les employés vont pouvoir rapidement sauter sur l'IA. Puis oui, mettre une politique en place, mais d'être beaucoup plus rapide dans l'exécution de la politique, puis vraiment commencer à utiliser les outils. Puis ça, c'est vraiment, je pense, le gros avantage que les PME vont voir dans les prochains mois, prochaines semaines même. Donc, moi, je vous dirais à tous les gens, surtout les PME, endosser le pas pour vraiment aller chercher un gain compétitif rapidement. Good. Ben, j'ai 2 dernières questions. Puis là, je vois le temps qui file. 30 secondes par réponse, Pierre-Luc. Pour un autre exemple concret là, pour les équipes, pour des rapports de performance, c'est quoi la meilleure façon d'utiliser l'IA? Moi, je dirais, la meilleure façon pour nous, en fait, à l'interne, faites vos rapports comme vous le faisiez avant. Moi, j'utilise des outils autant Google Analytics, dans le social media, j'utilise Meltwater, HotSuite des fois. Fait que prenez vraiment les données que vous avez. Puis, tu sais, l'autre point à dire, chaque outil, tu sais, SEMrush, Meltwater, HotSuite, ils ont tous maintenant des composantes d'IA. Encore une fois, il ne faut pas penser que l'IA est seulement sur les nouveaux outils qui n'existaient pas avant. SEMrush, HotSuite, Meltwater, et je prends de mes pleins là. HubSpot a un outil d'IA très puissant pour prédire les prochains leads qui vont convertir si vous faites de la génération de leads. Fait que, renseignez-vous sur les outils que vous utilisez déjà. C'est quoi les fonctionnalités IA qui existent? Parce que l'IA permet justement de répondre à cette question-là dans bien des cas. Sinon, pour les gens qui veulent aller plus rapidement, qui sont sur ChatGPT, prenez vos rapports d'analyse que vous avez sur vos rapports. Moi, je vous dirais de les uploader dans ChatGPT, encore une fois, version payante, ou sinon, d'y aller à mitaine puis d'expliquer clairement à votre ChatGPT, voici les résultats que j'ai eus pour telle campagne. Donnez le plus d'informations possible, pertinentes. Voici les résultats, voici c'est quoi le créatif. Détailler le créatif, donner des exemples si vous pouvez.
donner des exemples sur ça a été publié quand dans la semaine, ça a été publié tel jour, quel budget, vraiment là, de rendre le contexte le plus détaillé possible, puis demander à ChatGPT c'est quoi les causes et effets qu'il y a entre les créatifs. Soyez précis sur la question. Allez pas non plus, allez-y vraiment étape par étape. Si vous demandez trop large, c'est là que l'outil va se perdre. Mais si vous demandez, premièrement, voici l'ensemble du contexte, c'est quoi le créatif qui semble être le plus pertinent, restez sur le créatif. Après, allez sur le temps de la journée, allez sur le médium, allez-y step by step, mais avec le plus d'infos possible, vous allez avoir des réponses quand même pertinentes d'un outil comme ChatGPT-4. OK, super. Puis une autre question, comment demeurer pertinent comme agence dans un contexte où les tâches de rédaction et même de stratégie peuvent être accessibles par tous gratuitement ou quasi gratuitement? C'est quoi la plus-value? Puis comment les agences vont évoluer là-dedans? C'est une grosse question, mais en 30 secondes. Oui, mais je n'en ai pas en 30 secondes. OK. Moi, je dirais la priorité, c'est encore une fois, c'est d'utiliser l'IA pour les tâches à faible valeur ajoutée. Puis les gens je pense que vous allez devoir passer plus de temps à analyser les réponses que l'IA va vous fournir. Fait un peu comme je viens de dire, toutes les réponses qui vous sont fournies, bien, encore une fois, il y a de l'hallucination là-dedans, mais c'est d'être capable de prendre plus de temps pour analyser ce que les outils d'IA vont vous donner comme début de réponse, de prendre le temps d'analyser ça, puis après, d'être plus stratégique ou d'être plus dans la réflexion que dans l'input ou en fait, que dans l'output, dans la création. Fait que c'est vraiment, je dirais, vous différencier vraiment sur l'analyse de vos performances, puis d'aller trouver justement les causes à effet, puis de trouver c'est quoi les éléments qui font en sorte que vous avez une meilleure performance, puis de travailler là-dessus, d'être plus précis sur la performance versus être plus dans l'intuition ou dans le côté un peu plus superflu de la chose. Puis on le sait, le marketing, c'est un mélange de science et d'art. Puis pendant longtemps, on était beaucoup plus sur l'art. Puis maintenant, avec l'arrivée du data, comme j'ai parlé, la nouvelle monnaie, c'est le data. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est juste qu'aujourd'hui, le calcul te permet d'avoir des rapports de performance beaucoup plus rapides. Fait que basculez plus sur l'analyse de la performance pour après teinter votre création derrière. Donc, c'est plus à ce niveau-là que je mettrais mon effort qu'ailleurs, disons. Super. Bien, ma dernière question pour toi, c'était sur quoi les participants qui sont avec nous aujourd'hui devraient focusser pour les prochaines semaines? Oui, c'est une super bonne question. Moi, je vous dirais dans un premier temps, focuser sur mettre en place une culture IA au sein de votre entreprise. Devenez-vous des agents d'IA. Forcez-vous, évidemment, comme n'importe quelle chose, à vous éduquer. Un petit truc, moi, je me suis créé un info ou ai.info@frankagence.com. Puis toutes mes newsletters sur lesquels je me suis abonné rentrent dans cette boîte-là qui n'est pas polluée par d'autres choses. Fait que chaque matin, je me conditionne à prendre une demi-heure pour regarder les nouvelles, écouter ce qui se passe. C'est de l'éducation comme toute chose. Soyez des gens qui s'abreuvent d'apprentissage continuellement. Il faut vous conditionner à vouloir apprendre. Si vous n'êtes pas la personne la plus apte ou la plus technique ou la plus, je ne sais pas, peu importe, vous n'êtes pas nécessairement la personne la plus que vous trouvez, vous avez le plus de facilité à vous éduquer sur l'IA. Trouvez des champions dans des champions de votre organisation qui vont devenir des agents d'influence au sein de votre agence, de votre entreprise, client ou peu importe l'organisation. Mais assurez-vous de trouver des gens qui sont passionnés par ça et qui vont championner, je peux dire, cette culture-là. Ça, c'est la deuxième chose. Après, fixez-vous des objectifs clairs. C'est quoi vos objectifs et en quoi l'IA peut vous permettre, évidemment, de venir amener de l'efficacité ou de la pertinence sur vos objectifs. Fait que ça, c'est l'autre truc que je vous dirais. Mettez en place une politique d'IA. Ça, c'est hyper pertinent, là, hyper intéressant de dire c'est quoi notre politique, qu'est-ce qu'on se permet, qu'est-ce qu'on ne se permet pas par rapport à plusieurs notions qui touchent l'IA. Bâtissez-vous une politique, ça va vous aider à vous mettre les mains dedans. Puis, en terminant, abonnez-vous à un outil, puis commencez, un peu comme Yann disait, posez des questions, utilisez-le, trouvez des façons qui vont vous amener de la valeur pour vous dans votre quotidien. Il y aurait 1000 autres choses, je pourrais dire, mais si vous commencez avec ça, ça va déjà être un bon début. Puis restez informé. Ça, c'est clair, c'est hyper important que vous restiez à l'affût de ce qui se passe. C'est la clé. Mais merci Pierre-Luc pour ton temps. Puis on peut te retrouver chez Formation Infopresse justement dans la formation sur l'intelligence artificielle, comment augmenter sa démarche, les stratégies médias sociaux adaptées à la réalité publique. Donc, merci pour ton temps. Merci Justine, c'est un plaisir. À bientôt. Je passe maintenant à la parole à Emmanuel qui a une annonce à vous faire qui pourrait vous intéresser. Oui, Justine, en fait, c'est ça. On va organiser un deuxième sommet
sur l'intelligence artificielle. On en avait fait un au mois de mars et on va en faire un deuxième le 16 octobre qui va être 100% virtuel. Donc, comme on le voyait avec Pierre-Luc, ça bouge tellement vite qu'on aura plein de choses à vous montrer sur ce sommet-là. Je vous donne notamment quelques petits avant-goûts. Donc, on a beaucoup parlé de comment rester informé, comment être des agents d'influence dans son entreprise. Et justement, on a invité plusieurs entreprises qui viendront nous parler de IA et de gestion du changement. Comment, dans notre entreprise, on insuffle le changement, par quoi on commence. On a parlé de création de politique. Donc, tout ça, ça sera en fait beaucoup d'études de cas qu'on vous présentera le 16 octobre. Puis aussi, on a beaucoup parlé durant le webinaire de créativité. Donc, on viendra vous présenter des outils aussi concrets. On a parlé de Midjourney notamment. On viendra vous présenter plus en détail concrètement ces outils-là. Midjourney aussi des outils plus de création vidéo comme Sora, Runaway. Donc voilà, ça va être un sommet qui va être très outillant, très concret, avec de nombreuses, comme je disais, d'études de cas. Donc bien hâte de vous retrouver. Puis en septembre, on va annoncer aussi tous nos nouveaux sujets, évidemment, sur l'intelligence artificielle, toutes nos nouvelles formations. Donc restez connectés avec nous pour en savoir plus. Merci, Emmanuelle. Ça clôt ce webinaire. Il est midi pile, donc c'est le temps qu'on avait. J'espère qu'on a pu répondre à plusieurs de vos questions puis vous rendre un peu plus d'outils concrets disponibles. Vous allez recevoir un courriel de notre part avec un petit code promo pour nos prochaines formations, conférences. Donc, justement, ça va être la chance de peut-être assister à notre prochain sommet sur l'IA. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour tous les projets de formation personnalisés dans vos organisations. Ça va nous faire plaisir de vous outiller là-dedans. Et sur ce, bon dîner, bon jeudi. Au revoir.